Je ne vais pas vous faire un cours magistral, hein, donc j'espère que ça pourra être interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. Tout d'abord, je voudrais excuser Laurent Letailleur. Laurent Letailleur, qui est le directeur du bureau de l'économie du sport au sein du ministère des Sports. Ça peut paraître un petit peu étonnant et c'est plutôt récent finalement que le ministère des Sports s'intéresse également à cette dimension économique du sport. Mais c'est extrêmement important et c'est un vrai gage d'évolution et de rénovation. Il y a donc désormais au sein du ministère des Sports un bureau dédié à l'économie et à l'économie du sport en particulier. Donc Laurent Letailleur, alors malheureusement vous avez pu noter, si vous écoutez un petit peu les médias, qu'on avait quelques petites difficultés avec la neige sur la région parisienne. On n'est plus habitué à avoir d'hiver. Et donc, pour dire la vérité, c'est quand même sacrément compliqué de se déplacer. Beaucoup de retard et d'annulations. Et donc, Laurent, malheureusement, se retrouve naufragé de la SNCF dans un train entre Paris et Montpellier. Et donc, je vais prendre la parole pour vous parler de la filière de l'économie du sport. J'en suis ravi, je ne suis pas complètement illégitime pour vous dire la vérité puisque je suis très impliqué depuis le départ dans cette filière de l'économie du sport au titre de l'Union Sport et Cycle. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être là hier et on a évoqué l'Union Sport et Cycle qui est un syndicat professionnel qui représente l'ensemble des entreprises de l'industrie du sport. Alors déjà, vous expliquer ce qu'est une filière, parce que je vous avoue que moi, il y a à peine 2 ans, un peu plus d'1 an et demi, lorsque cette filière a été créée par Emmanuel Macron, je ne savais pas ce qu'était une filière. En fait, une filière, ou plutôt un contrat de filière, eh bien, comme vous pouvez le lire sur l'écran, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, original en ce sens que ce type de plateforme d'échange n'existe pas beaucoup. C'est un lieu assez rare et assez riche. Sauf que ce lieu, il n'a d'intérêt que si l'ensemble des acteurs prennent la peine d'y participer, s'y impliquent et sont moteurs de cette filière. Donc vous le voyez, comme c'est un lieu d'échange et une plateforme de discussion et d'échange donc entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et c'est vrai qu'il y a quand même relativement peu de lieux où ces acteurs-là peuvent échanger de manière assez libre. Ce n'est pas une structure juridique, hein, ce n'est pas une association, ce n'est pas une société, c'est quelque chose d'un petit peu virtuel, néanmoins extrêmement important. Cette filière, donc la préfiguration de cette filière, c'était dans le début de l'année 2016. À l'époque, on avait un ministre de l'économie et du budget, Emmanuel Macron, qui était extrêmement dynamique et qui s'intéressait extrêmement au sport. Et je vais vous dire pourquoi, les raisons qui l'ont poussé à mettre en place cette filière. Filière de l'économie du sport qui est en fait une coproduction entre le ministère de l'économie, le ministère des sports et le ministère des Affaires étrangères, parce que effectivement le sport c'est aussi un outil de politique, de géopolitique, hein, on parle de soft power, vous le savez, et c'est aussi un outil de développement économique à l'international, et c'est un des grands enjeux de cette filière de l'économie du sport. Donc c'est un canal d'échange, comme vous pouvez le lire, entre l'État et les acteurs économiques. Soit on est dans des schémas extrêmement formels de relations extrêmement codifiés entre les acteurs publics et les acteurs privés, soit on est dans ce cadre-là, cadre de la filière, où là on peut aborder des sujets, et alors je vais vous en parler d'autant plus librement que je ne fais pas partie du ministère des Sports, et donc je peux dire des choses que souvent les fonctionnaires ne peuvent pas évoquer. On peut aborder, dans le cadre de cette filière, tous les sujets, y compris les sujets qui fâchent, y compris des sujets fiscaux, y compris des sujets réglementaires, y compris des sujets législatifs. C'est l'intérêt de cette filière, de cette plateforme d'échange entre les acteurs privés et les acteurs publics. Ça ne veut pas dire qu'on résout tout, hein. Ce n'est pas parce qu'on l'évoque dans le cadre de cette filière que subitement le sujet trouve sa réponse. Néanmoins, ça permet pour les acteurs publics d'avoir un écho des acteurs privés, qu'ils soient associatifs, membres du mouvement sportif français ou des acteurs des entreprises. Ça leur permet d'avoir des informations assez concrètes et de pouvoir avancer. Alors, cette filière, vous le voyez, a été préfigurée avec pas mal d'entreprises. Vous l'avez à l'écran, 250 entreprises. Il y a quelques visages connus dans la salle, dont certains qui ont participé à cette préfiguration. Un certain nombre d'ateliers d'échange, où sont ressorties les problématiques que rencontraient les acteurs privés. Encore une fois, j'insiste,
Quand on parle d'acteurs privés, on pense à la fois à des gens du mouvement sportif et à la fois aux entreprises. Cette filière, désormais, est structurée. Elle existe, non pas réellement physiquement, mais en tout cas, elle est pilotée, vous allez le voir. Je vais revenir en quelques mots sur la raison de la création de cette filière. D'abord, l'État a fait le constat que le sport, ce n'était pas uniquement un loisir, ce n'était pas uniquement quelques personnes qui avaient envie de faire de la performance, c'était devenu un véritable secteur économique à part entière, un véritable levier de croissance, source d'emploi. Et donc, évidemment, vous le comprenez rapidement, dans le contexte actuel, pour l'État, ça a été de se dire, mais mince, ce secteur est résilient à la crise, malgré la crise depuis 2010, 2008, 2010, le secteur continue de progresser, on est sur des progressions de l'ordre de 2-3%, mais néanmoins, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui progressent de cette manière-là. Ensuite, on a un potentiel et on a une reconnaissance internationale qui est assez extraordinaire. On a tous en tête des fleurons de l'industrie et de l'organisation sportive française qui sont connus dans le monde entier. Roland-Garros, ASO, le Tour de France, GL Evans, Doublet, on en a plein des comme ça partout en France. Pour autant, on a une vraie reconnaissance, un vrai savoir-faire, mais les acteurs entre eux ne se connaissent pas beaucoup. C'est très français, c'est-à-dire qu'on ne veut pas trop partager, on ne sait jamais si jamais on se fait piquer un marché, parce qu'effectivement, on est tous concurrents. Et on s'aperçoit également, donc d'une part, les gens ne se connaissent pas franchement, et d'autre part, on s'aperçoit qu'au niveau international, eh bien, sur des marchés importants comme les marchés des GESI, je ne sais pas si vous savez ce que sont que les GESI, les grands événements sportifs internationaux, et on va en accueillir quelques-uns en France, mais ces grands événements sportifs internationaux, sachez-le, ça génère une économie de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Souvent dans des pays qui ne sont pas forcément structurés, qui n'ont pas les infrastructures, qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont pas les hommes. Donc qu'est-ce qu'elles font souvent ? Eh bien, elles s'adressent à celles et ceux qui ont organisé les principales réussites en matière d'événements sportifs. Et je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, eh bien, c'est le lobby, l'axe anglo-saxon qui ratisse tous les événements internationaux. Les Anglais ont brillamment préparé les Jeux de Londres. Depuis, ils surfent sur cette réussite. Ils avaient créé un véhicule qui s'appelle, je crois, Britain is Great. Et en gros, ils emmenaient tout un tas d'entreprises britanniques. Chaque fois qu'ils allaient promouvoir la candidature de Londres 2012, eh bien, ils emmenaient le savoir-faire britannique avec eux. Et en gros, ils tuaient l'ours et après, ils se le partageaient. Bon, nous, on a un peu de mal avec ça. On se regarde en chien de faïence et au final, l'ours, il passe devant nous et ce sont les Anglais qui le tuent, pour rester dans cette métaphore. Donc, le gouvernement s'est effectivement rendu compte que la filière du sport était une filière dynamique, en progression, résiliente à la crise, qu'il y avait un potentiel considérable à l'international sur lequel, malgré nos savoir-faire et notre expertise, eh bien, on passait à côté. Et donc, il y avait une nécessité d'une réponse. Et cette réponse, c'était la mise en place de cette filière. L'État, le gouvernement et le ministre de l'économie de l'époque, considérant qu'il y avait probablement de la simplification, de la clarification à faire sur l'action de l'État et les axes de collaboration entre les entreprises privées, entre le mouvement sportif et l'État. Une filière d'avenir, comme vous avez pu le lire, avec un certain nombre de programmes, parce qu'au-delà des actions que je vais vous décrire, il y a aussi des programmes très concrets sur les projets industriels d'avenir, mais aussi sur toute une réflexion profonde sur la formation et les compétences dont nous avons besoin aujourd'hui pour que cette filière prenne pleinement sa place au niveau international. On fait le constat qu'on forme beaucoup de jeunes sur les métiers du sport. Est-ce qu'on les forme de la meilleure des manières? Est-ce qu'on n'est pas uniquement focalisé sur la notion un peu de management du sport? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers dans le sport, des métiers du commerce? Est-ce qu'on n'a pas des déficits sur certaines compétences? Je pense notamment aux langues, je pense aussi à la mobilité, à l'adaptabilité. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'on aborde au sein de la filière, mais je vais vous en dire un petit peu plus maintenant. Alors déjà, cette filière, comment elle est composée? Signer le contrat de filière, alors c'était très officiel, je peux vous dire que c'est très impressionnant.
C'était à Bercy. Il y avait bien 300 personnes qui étaient là. Le banc et l'arrière-banc du sport français. Toute infrastructure confondue qui était présent pour assister à cette signature. Le président, c'est toujours un ministre, c'est donc le ministre de l'économie qui préside cette filière. Olivier Ginon, le président de GL Evans, que vous connaissez probablement, en est le vice-président. Et puis derrière, on a 4 commissions, c'est-à-dire qu'on a identifié 4 grands axes de travail pour cette filière de l'économie du sport. Le premier axe que j'ai la chance de piloter, c'est pour ça que je ne suis pas complètement illégitime pour vous parler de cette filière, c'est la notion de renforcer la coopération entre les acteurs de la filière. Ça peut paraître très basique, dit comme ça, mais incontestablement, il y a beaucoup d'acteurs, on se croise souvent, chacun a son petit périmètre, son petit territoire d'expression, mais au bout du compte, des lieux d'interaction et de discussion commune, il y en a relativement peu. Le forum Sport-Col est à ce titre intéressant puisque justement ça met en contact et en relation directe des acteurs de différentes typologies, différents univers. Mais en tout cas, c'est l'objectif de cette filière et c'est pour ça que c'était important que la filière soit représentée aujourd'hui. La deuxième commission, elle vous concerne aussi pour toutes les collectivités. Elle a eu un effet immédiat parce que dès la préfiguration, il y a eu des discussions très concrètes sur la notion de garantie d'emprunt. Comment faire en sorte que les clubs ou les collectivités puissent aller plus loin et plus vite sur le financement des infrastructures. Et de ce point de vue-là, il y a eu des effets très, très concrets, notamment dans le cadre de la loi Braillard qui date de l'an dernier, je crois, où effectivement les choses se sont décantées rapidement. La commission 3 est une commission qui plaît beaucoup, qui est dans l'air du temps. Je scrute, j'essaye de voir dans la salle Benjamin Carlier, qui est désormais montpelliérain et qui pilote avec moi l'une de ces commissions, Benjamin Carlier, sur l'innovation. Alors Benjamin Carlier, ça a été le directeur du Tremplin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet incubateur de start-up de la ville de Paris dédié à des start-up du sport. Vous avez également une structure de ce type-là qui s'appelle LR7, qui est dans le coin, qui réunit tout un tas d'acteurs, notamment des start-up dans le domaine du sport. C'est important. On a beaucoup d'idées. On fourmille d'idées, il y a plein de start-up qui se créent dans le sport, il va falloir structurer ça. Ça nous donne des coups d'avance, ça nous permet d'émerger et de travailler rapidement à l'international. Néanmoins, comme vous le savez, pour les start-up, il y en a beaucoup qui sortent et finalement, il y en a peu qui vont rester dans la durée. Et souvent, c'est aux entreprises, j'allais dire les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, c'est souvent à elles et aux gros du CAC 40 de porter ces petites entreprises, ces start-up, de les accompagner sur les grands dossiers, les grands appels d'offres internationaux ou sur les grands événements sportifs. C'est-à-dire quand un GL Evans va monter sur les JO de Rio, eh bien, l'idée de cette filière, c'est de faire en sorte qu'il puisse emmener dans une forme de consortium un certain nombre de petites entreprises qui ont des vraies expertises, des vrais savoir-faire et qu'on pourrait développer à l'international. Et enfin, la quatrième commission, tout naturellement, c'est une commission tournée vers ce développement à l'international qui est pilotée par Yann Le Moener. Je ne sais pas si vous connaissez Yann, c'est donc le directeur général d'ASO. Alors pour le coup, ASO, Amaury Sport Organisation, c'est ceux qui organisent le Tour de France, le Marathon de Paris, le Dakar. Donc là, à la fois un savoir-faire, à la fois une grande reconnaissance internationale. On s'appuie sur cette expertise, sur ces fleurons de l'industrie du sport français pour justement porter des petites entreprises au niveau international. Et je vous parlerai tout à l'heure des quelques initiatives qui ont pu être prises au sein de la Commission 4 parce que je crois que c'est important. Alors, j'avais pris quelques notes, je m'éloigne un peu de ces notes, je vais essayer de faire les deux quand même. Justement, au niveau de la Commission 4, les acteurs de l'État sont directement impliqués. Claudia Lelon est là justement, si vous le souhaitez, représentante de Business France. Business France qui est l'opérateur de déploiement des entreprises françaises à l'international. Et donc, Business France a fait un axe sport dédié pour la filière, avec un calendrier à la fois sur des salons internationaux où les entreprises françaises peuvent être accompagnées. L'idée, plutôt que d'y aller individuellement, c'est de construire des pavillons France, donc de revendiquer la marque France, d'en être fier. J'entendais il y a quelques années en arrière des entreprises qui se disaient « mais nous, on n'ose pas trop revendiquer qu'on est français, on préfère se situer
Alto, la Californie, Silicon Valley, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire au niveau international qu'on peut être fier de représenter l'industrie française parce que ça a une valeur notamment d'innovation et un vrai savoir-faire en matière d'organisation d'événements sportifs. Voilà. Oui, j'ai oublié de le dire, mais parmi les éléments constitutifs de cette filière et dans la réflexion, c'était de se dire, mais chaque fois qu'on organise un événement sportif en France, c'est une formidable réussite. Réussite populaire, réussite médiatique, réussite sportive et réussite souvent économique. Donc ce savoir-faire, cette expertise, on doit savoir aussi l'exporter et ça renvoie à la commission 4, donc sur l'internationalisation et ce développement à l'export. Alors, cette filière vit au rythme des réunions des différentes commissions. Et là, je vais insister sur un point qui me tient particulièrement à cœur puisque je pilote cette commission 1, à la fois parce que je pilote la commission 1 et à la fois parce que je représente des entreprises et je sais à quel point la remarque que je vais vous faire est cruciale. Cette filière, elle vous appartient. Elle nous appartient. C'est-à-dire que l'État met à notre disposition un endroit, un lieu où on peut discuter avec les organismes publics, avec le CNDS, avec Business France, avec le ministère des Sports, avec la DGE, la Direction générale des entreprises, avec tout un tas d'acteurs qui sont à l'écoute. On est là pour leur faire nos remarques, pour dire, voilà, sur tel ou tel point, on considère qu'on pourrait fluidifier les relations, on pourrait simplifier le travail, on pourrait optimiser la mutualisation et les synergies. Parfois ils peuvent pas. Mais en tout cas, ils ont le retour, comme je vous le disais tout à l'heure, le retour de la base des entreprises, du mouvement sportif, pour faire en sorte que la France rayonne aussi grâce à son économie du sport. Alors, quelques réalisations, parce que là, en fait, je m'emballe, mais je ne suis pas le PowerPoint. Oui, donc je le disais quand même, cette filière, elle nous appartient, elle vous appartient. Ça veut dire que si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, si on ne s'intéresse pas au sujet, si on n'amène pas nos remarques et notre contribution, je vous assure, il ne se passera rien. Ça ne changera peut-être pas pour certains, vous considérez qu'il ne se passe pas grand-chose, etc. Mais si on ne fait rien, il ne se passera rien. Et on ne pourra pas se plaindre parce que, pour le coup, on nous aura mis un véhicule à disposition, et là, on ne pourra pas râler, faire les Gaulois en disant « ouais, mais il n'y a qu'à Faucon, etc. » Là, on a ce véhicule. Donc, je vous invite toutes et tous, et c'est la raison de ce Tour de France de la filière, je vous invite toutes et tous à rejoindre cette filière. Je vais vous donner les modes d'accès, les codes d'accès. Intéressez-vous, participez, venez aux réunions quand vous le pouvez, formulez vos remarques, vos commentaires, vos contributions. Vous ne serez pas toujours entendu, je ne veux rien vous promettre, mais en tout cas, s'il y a bien un moment où les acteurs du terrain peuvent exprimer leur voix, c'est dans ce cadre-là. Et encore une fois, j'insiste une dernière fois, si on n'y va pas, si on ne se mobilise pas, il ne faudra pas râler derrière. Alors, quel bénéfice pour les acteurs? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, ok, très bien, des bidules, il y en a plein, pourquoi encore se mobiliser sur ce truc-là? Prendre part aux travaux de la commission, c'est ce dont je viens de vous parler, les pistes d'amélioration, etc. Non, il y a des sujets très concrets, très concrets. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Donc, cette notion de garantie d'emprunt, pour le coup, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont été associés. Je crois que tu étais dans cet atelier quand il y a eu le travail sur la notion des garanties d'emprunt, etc. Mais je sais que c'était un sujet qui tenait à cœur aux clubs professionnels notamment, qui avaient des difficultés pour devenir propriétaires ou pour faire des travaux dans leurs infrastructures, que les collectivités n'avaient pas la capacité financière d'assurer. Donc voilà, il y avait tout un tas de sujets là-dessus pour fluidifier, pour permettre aux clubs d'être un peu plus proactifs sur les infrastructures. Il y a un autre sujet qu'on essaye d'aborder, alors ça rejoint encore le sport professionnel, mais rassurez-vous, il y a plein d'autres sujets, c'est la notion de la loi E20.
je ne sais pas si vous connaissez cette loi E20, qui est quand même assez castratrice pour le sponsoring, l'économie du sport, je pense là surtout au sport professionnel. Cette loi E20 qui, sur le principe, est extrêmement vertueuse, elle date de 91, ça fait quelques années maintenant, elle est extrêmement vertueuse, elle dit que le tabac et l'alcool, c'est pas bon pour les jeunes et que donc il ne faut pas en faire la promotion, notamment sur des lieux où les jeunes pourraient être influencés, et on pense en particulier au sport. Bref, pas de sponsoring pour l'alcool, pas de publicité, pas d'association pour les marques d'alcool avec des actions sportives. Si on en était resté sur ce schéma-là, pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, tout cela est bien hypocrite. Vous allez à la Mosson, pas de bière dans les... On n'a pas le droit de vendre de bière, on n'a pas le droit d'être sponsor du club si on est un vin du Languedoc, etc. Bon, voilà, ça c'est la règle. Sauf que si vous montez d'un étage dans les salons, à mon avis, vous n'aurez pas de souci pour trouver un peu d'alcool, quand même. Un dimanche sur 10, vous avez des dérogations et que de toute façon, vous pourrez boire de l'alcool. Et qu'en plus, si vous venez le samedi pour voir un concert sur le même lieu, là, pour le coup, ce n'est pas soumis à la loi E20 et donc vous pouvez boire de l'alcool. Et en plus, le lundi, vous regardez le résultat du match dans l'équipe ou dans les magazines, de toute façon, il y aura des publicités d'alcool. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est face à des dispositifs législatifs qui probablement méritent d'être toilettés, probablement méritent d'être discutés, et c'est donc dans le cadre de cette filière qu'on peut faire avancer des pions. Je ne sais pas si l'exemple était bon, parce que vous allez vous dire, on ne parle que des sports professionnels. Il y a plein d'autres sujets qui concernent les acteurs de terrain, les acteurs du sport au quotidien. Promouvoir l'offre française à l'international, je l'ai évoqué largement, c'est cette dimension de déploiement à l'export, et on en a absolument besoin. Encore une fois, je vous le rappelle, 50 milliards pour les GESI, une foultitude d'opportunités dans des pays voisins où la France pourrait permettre à ces entreprises de se développer, mais effectivement, par où on passe, comment ça se fait, comment accéder au salon, la contrainte de la langue, tout un tas de sujets sur lesquels, au niveau de la filière, on peut construire des solutions et des dispositifs adaptés. Et enfin, moderniser le sport côté public. C'est vrai que pendant longtemps, on pouvait se dire, mais ces gens du ministère enfermés dans leur bureau, est-ce qu'ils ont déjà vu du sport pour de vrai, des gens qui suent un peu, etc. Donc là, on est dans un lieu d'échange, et je peux vous dire que depuis 2 ans, le ministère des Sports a vraiment fait une mue impressionnante, puisqu'on parle aujourd'hui d'un ministère des pratiquants, pas uniquement d'un ministère des fédérations. Et là, l'idée n'est certainement pas d'opposer le mouvement sportif aux autres des pratiquants, c'est simplement qu'aujourd'hui, il faut embrasser plus largement. Et quand je dis embrasser plus largement, c'est embrasser aussi la dimension économique du sport, et c'est ce qu'on est en train de faire au travers de cette filière notamment. Alors, quelques actions concrètes. Alors là, je ne vais pas vous infliger ça, parce que là, il faut être vraiment très fort. La coopération, donc cette commission 1, où on a un gros travail, en fait, d'information, de pédagogie. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis persuadé que si je vous demande qui avait entendu parler de cette filière auparavant, je ne vais pas avoir beaucoup de mains qui vont se lever. Donc voilà, donc on est en train d'organiser un tour de France de la filière. On va aller, on sera en mars à Lyon, on sera donc là février à Montpellier, un peu plus tard à Lille, je crois, au mois d'avril. Donc on va aller dans toutes les grandes capitales régionales pour essayer de réunir tous les acteurs du sport, entreprises, mouvements sportifs, pour les solliciter, pour les mobiliser en leur disant mais participez vous aussi à cette filière, encore une fois. Il n'y a pas de coût, il n'y a rien, c'est une sorte de, comment on dit, de sollicitation citoyenne où chacun vient apporter un petit peu sa part de voix dans la réflexion commune. On a des événements réguliers de networking, 2 ou 3 par an, où là on est plutôt dans la notion de réseau. Il est vrai que les premiers événements ont eu lieu plutôt sur Paris. On ne veut surtout pas que cette filière soit uniquement parisienne, donc il y aura des événements localement. Il y en a un aujourd'hui, on réunit plutôt les acteurs de la région Occitanie. Tour de France de promotion de la filière, j'en ai parlé. Parmi les actions de réseau et de coordination, on travaille beaucoup en croisant les commissions. Commission 1, coopération entre les acteurs. Commission 4, internationale. On développe des clubs sport à l'international. Club Sport qui a été lancé en Chine par Patrick Caner, c'était au mois de février 2017, donc il y a 1 an exactement. Ça veut dire quoi un Club Sport en Chine? Ça veut dire que
on ne s'en rend pas compte, mais en Chine, il y a plein d'acteurs du sport, enfin de Français, et spécialisés dans le sport. FIS n'est pas là, mais FIS a un bureau en Chine, Decathlon a un bureau en Chine, la Fédération française de tennis a un salarié à l'année en Chine, à Pékin. La Fédération française de football a donc ouvert son bureau du football en Chine. La Fédération française d'équitation a également un acteur présent toute l'année en Chine parce que la filière équine est quelque chose d'extrêmement important qui se développe beaucoup en Chine et on a un potentiel considérable. Évidemment, on a un savoir-faire dans ce domaine-là. Et forcément, si vous êtes un acteur privé, une entreprise, vous vous dites je vais aller en Chine, mais par quel bout je le prends ? Il y a des risques énormes sur la propriété intellectuelle, sur l'industrie, sur les barrières douanières. Comment je fais ? Il y a Business France qui est un acteur, mais il y a aussi ce club sport. Il y en a en Chine, il y en a en Japon, il y en a en Corée, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et l'idée, c'est simplement de se faire un petit club, un réseau, où tous les acteurs français vont finalement donner un coup de main, flécher, mettre en relation avec les bonnes personnes. Ça peut paraître être du bon sens, mais ça n'existait pas. Désormais, ça existe et c'est une avancée. On a aussi dans cette coproduction entre le collège 1 et le collège 4 ce qu'on appelle des collectifs. Ça, c'est une émanation de la filière parce que, encore une fois, cette filière, elle se veut libre et très inclusive. Les collectifs, en fait, et notamment le collectif foot qui a été le premier à se mettre en place, ce sont des acteurs issus de la filière, mais dans un même segment de marché. Donc vous l'avez compris, collectif foot, c'est que des acteurs du foot. Alors on va avoir des fournisseurs, on va avoir des équipementiers, on va avoir des gens qui fabriquent des terrains, on va avoir la Fédération française de foot, la Ligue de football, on va avoir des représentants de joueurs, des représentants d'entraîneurs, la formation. Et donc tous ces acteurs-là eh bien, se mettent en commun, ils sont bien souvent concurrents, ils vont sur les salons, alors SoccerX, tout un tas de salons internationaux ensemble, ils ouvrent des pavillons France et ça leur permet d'avoir une offre française un peu plus exhaustive, un peu plus structurée et donc un peu plus attractive. On a un deuxième collectif qui est en train de se créer au travers des sports automobiles. Et évidemment, au niveau de la filière, on incite à ce que les acteurs d'un même univers se réunissent pour justement aller chercher, aller capter, aller construire ces synergies. Parmi les autres actions qu'on va mettre en place au sein de la commission 1, il y a un point qui semble assez évident, c'est la collaboration avec l'Observatoire de l'économie du sport. Ça aussi, création assez récente. Nous n'avions pas au sein du ministère, alors je dis nous, je ne fais pas partie du ministère, mais il n'existait pas au sein du ministère des Sports un lieu où on consolide toutes les datas concernant le sport français. Là aussi, ça peut paraître surprenant. Il n'y avait pas de lieu où tous les acteurs, de manière volontaire, abondaient et livraient leurs data concernant leur segment de marché. Ça existe désormais au travers de l'Observatoire de l'économie du sport, avec des gens comme l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, les ligues professionnelles, l'industrie et le commerce qui est représenté par l'Union Sport et Cycle. On retrouve évidemment le Comité national olympique et sportif, donc tous les acteurs du sport qui amènent des informations chiffrées, des datas qui permettent à tous les acteurs de s'enrichir, de mieux comprendre ce marché, de le décrypter, de voir son évolution. Et donc au sein de la commission 1, alors je vais peut-être revenir juste pour que vous ayez en tête cette organisation, cette structuration. Au sein de la commission 1, on est là aussi pour abonder et pour amener des éléments. Je vous invite à aller sur le site de Filière Sport. Vous allez le voir après, je vais vous donner donc l'adresse de ce site. Vous retrouvez toutes les notes, ce qui s'appelle des notes Sport Éco. Il y a des notes extrêmement riches. Une dernière note tout à fait récente qui est sortie la semaine dernière sur l'impact financier ou l'impact sur les finances publiques de la santé par le sport. En gros, sachez-le, la sédentarité coûte en France 17 milliards d'euros. Voilà, ça c'est chiffré, c'est des méthodologies. Moi, je ne suis pas pur économiste, mais au sein de ce bureau, il y a des vrais économistes. Et donc ça, c'est des méthodologies rompues et tout à fait fiables. Et si les Français augmentaient de 25% leur activité régulière, ça générerait une économie pour la santé publique de l'ordre de 5 milliards d'euros. Donc là, on n'est pas en train de rigoler, là, on est en train de parler de vraies sommes d'argent. Donc sur l'Observatoire de l'économie du sport, vous avez toutes ces données qui vont venir enrichir la filière. Ensuite, je vous l'ai dit,
il y a un vrai travail d'information, de pédagogie, au travers de ce Tour de France. Un travail autour de la promotion de la filière aussi au travers des grands événements sportifs internationaux. On va organiser des moments d'échange entre les grands événements sportifs internationaux qui vont se dérouler en France et tous les acteurs privés publics. Les entreprises, il va y avoir des appels d'offres, il va y avoir besoin de plein de choses, de la sécurité, de la restauration, de l'hébergement, de l'organisation, de l'animation. Il va y avoir besoin de beaucoup de savoir-faire et d'expertise. Ce n'est pas que les JO, les GESI. Les JO, évidemment, c'est une belle perspective, un point focal qui est assez intéressant, certes. Mais avant, on aura quand même France 2023 sur le rugby. On aura les championnats d'Europe d'athlétisme qui se dérouleront en France en 2020. On a plusieurs candidatures entre 2020 et 2023 d'ores et déjà qui sont en cours. 2019, la Coupe du monde de football, et vous le savez puisqu'il y aura des matchs ici sur Montpellier. 2018, on va avoir la Ryder Cup. On aura en toute fin d'année l'Euro féminin. Donc on a beaucoup d'événements sportifs sur lesquels les organisateurs français eux-mêmes vont être à la recherche de soutien, d'entreprises et développer une activité économique. Donc on va mettre en place ces temps d'échange et ces passerelles entre les organisateurs d'événements sportifs et les acteurs privés français. On va également travailler, je vous le disais en introduction, sur des aspects de formation. On a identifié un certain nombre de points faibles dans nos formations. Alors, il y a pas mal de cursus qui se montent autour du sport, c'est un peu à la mode. On a quelques STAPS qui arrivent un peu sur des voies sans issue, donc qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on les recycle, ils deviennent tous managers du sport, sauf que des managers du sport, est-ce que c'est bien le profil dont on a besoin? Donc, on doit se poser les bonnes questions. Je ne suis pas en train de donner une réponse, je dis simplement qu'il était nécessaire, urgent, d'avoir une bonne analyse de la situation, une bonne cartographie. Aujourd'hui se développe un certain nombre de nouveaux métiers dans le sport, que ce soit dans le sport en entreprise, ça va se développer, le sport sur ordonnance, évidemment on va avoir besoin de nouvelles compétences et probablement qu'entre le mouvement sportif et le secteur médical, il va falloir créer des passerelles. On n'a pas beaucoup parlé encore de la silver economy et le sport, c'est-à-dire le sport et les seniors. Là aussi, l'offre aujourd'hui est insuffisante. Il y aura probablement des développements. Et je passe la mobilité active avec le cycle, où là aussi, on va avoir une potentialité incroyable et où la France dispose d'un véritable savoir-faire. Tout ça, ce sont des nouveaux métiers. Moi, quand on m'interroge et qu'on me demande quels seront les nouveaux métiers dans le sport de demain, mais je dis peut-être pilote de drone. Je veux dire, ça va tellement vite. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait des cursus de formation qui nous permettent, non pas de gérer ce qui se passe aujourd'hui, mais d'anticiper et de se préparer à ce qui se passera dans 10 ans. Le parcours client, l'expérience client dans les stades, tous ces services-là qui vont se développer. Donc cette notion de formation est un point important de la filière parce que si on a l'ambition, la velléité de se développer, de se déployer à l'international, eh bien il faut qu'on ait des gens compétents avec cette capacité de mobilité, cette capacité de parler différentes langues, comme je le disais, ce n'est pas forcément là où on est les meilleurs en France. Deux autres éléments de cette commission 1 et de la filière. Un événement qui va porter sur l'emploi. Ça se déroulera à Paris, j'en conviens, point central. Ça s'appelle le Sport Job Day. Ça sera le 13 juin. Et pendant une journée, à destination des jeunes diplômés et des jeunes actifs, eh bien, on aura une cinquantaine d'entreprises qui seront là pour présenter leur métier. Donc, quand on parle d'Adidas, quand on parle de Paris 2024, quand on parle de Decathlon, toutes ces entreprises-là seront présentes pour proposer leur job au public dont je viens de vous parler. Et en marge de ce job dating, on aura également tout un tas de conférences sur les métiers de demain, sur les structures. On parle beaucoup de CDI, CDD, mais de plus en plus de gens travaillent en freelance. Sur l'événementiel sportif, c'est commun. Comment tout cela se développe, comment ça se passe. Donc c'est des vrais sujets aujourd'hui qui doivent s'ouvrir et qu'on doit adresser, même si on est un petit peu dans l'anticipation. Et enfin, quelque chose qui fait un peu la synthèse de ces 4 commissions, c'est le projet. Aujourd'hui, on va remettre une note d'opportunité à la ministre dans les jours qui viennent sur l'organisation en France d'un grand salon, événement autour du sport.
on a une fête de la musique, on a tout un tas d'événements, mais on n'a pas de grands salons du sport en France. Je ne parle pas d'un salon professionnel comme celui-ci qui trouve toute sa place, mais plutôt d'un salon grand public qui soit l'occasion d'exposer tout le savoir-faire, toute l'expertise française en matière de sport, que ce soit dans la pratique, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans les nouvelles pratiques, parce que vous savez que les Français sont extrêmement imaginatifs en matière de pratiques sportives. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est dans la perspective de 2019. Alors je vais balayer rapidement, parce que j'avais un certain nombre de slides sur l'Observatoire de l'économie du sport. Je vais vous en faire grâce. Quelques mots sur Filière Sport. Vous avez l'adresse, donc www.filière.sport.gouv.fr. Bon, c'est pas le plus simple, hein, mais voilà. On reste quand même sur des organismes publics, je le dis avec beaucoup d'affection, mais en tout cas, franchement, je vous dis, c'est une vraie évolution culturelle de la part des pouvoirs publics que d'aller vers ce genre de site dédié à un univers, à la filière sport. Et au sein de ce site, vous allez retrouver le programme, les différentes actions et le programme d'action de la filière, et puis également les notes sport éco. Alors, je vais passer rapidement. Ouais, c'est là où je dois appuyer. Non, je vous passe tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ces notes-là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Elles sont très intéressantes. Je vous remercie. Je n'ai pas été trop long, je l'espère. Il y a peut-être des questions. N'hésitez pas, je suis disponible après. J'espère que vous avez compris un petit peu plus de quoi il s'agissait, quelle était cette filière de l'économie du sport qui existe désormais en France. Et voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, on me faisait des grands gestes. Oui, s'il y a des questions, je ne sais pas, s'il y a une petite séance de questions-réponses. Non, il n'y en a pas. Ça veut dire que c'était super clair. Allez-y, je vous en prie. Il faut appuyer 3 secondes sur le bouton rouge, on m'a dit. Voilà, ça va marcher. Oui, merci beaucoup, Monsieur Caillé. Vous avez, lors de votre intervention, largement insisté sur le poids économique de la filière et toute l'importance de l'international pour la filière sport. Donc, en tant que représentante de Business France à Montpellier, je me permets de vous indiquer que pour les entreprises qui sont intéressées, j'ai un agenda que je tiens à votre disposition, j'en ai une petite vingtaine, des grands événements que nous préparons pour la filière à l'international. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en suivi de cette présentation, si ça vous intéresse. Merci.